premier numéro de votre nouvelle saison vous conduit dans un petit paradis pour enfants. Dans ce bel espace, calme, majestueux, frais, discret, de plus de 40 ans, de belles pages de vie s'écrivent au quotidien. Et ce genre de village, le monde en compte au minimum 132, dont 5 au Sénégal, avec comme credo solidarité, affection, amour, mais aussi transmission. Et le tout, c'est dans une très belle ambiance. Et c'est El Hadj Baba Dieng qui nous en dit plus. À la caméra, Youssou Baro et Younous Diatta. Dans cette salle, plus de 40 ans après, maîtresse Maïmouna s'attelle à redistribuer tout ce qu'elle avait reçu comme amour et affection durant les longues années passées à l'accueil du village SOS. Je suis ancienne pupille du village d'enfants SOS de Dakar. Je suis venue à l'âge de 2 ans. Dans cette même salle, j'ai fait mon jardin à l'âge de 2 ans, 3 ans. J'ai fait ici le jardin d'enfants. Quels que soient les problèmes, si tu viens ici, tu oublies tout. Ouais. Ils ont une bonne éducation. Les mamans sont gentilles, les tontons sont gentils. Et ils te mettent dans de bonnes conditions. C'était comme dans une famille normale, il y a la maman ici. On peut dire que ce sont des parents dévoués. Ils ont tout donné pour nous. Maintenant, c'est à notre tour de faire notre devoir. Des villages installés dans 5 régions du pays, 132 dans le monde, une organisation à vocation sociale qu'Alioune Badara Sagna connaît très bien pour y avoir consacré une grande partie de sa vie. Plus de 40 ans d'existence avec toujours les mêmes principes de vie et de fonctionnement pour respecter la volonté du père fondateur. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que le père fondateur Herman Mayne a constaté que beaucoup d'enfants et de femmes veuves sont sans abri, et l'idée lui est venue de créer le premier village d'enfants SOS en Imst, en Autriche. Et ça a fait tache d'huile jusqu'en Afrique. Et au Sénégal, ces villages d'enfants SOS, c'est depuis 1976. Et le premier village, le village phare, c'est celui de Dakar où nous sommes aujourd'hui. Et suivent les autres au Sénégal. Issus de l'extérieur ou du village, dans la cour ou dans les classes, les enfants sont tous les mêmes. Ici, seule la solidarité règne en maître. Pour leur éducation, SOS a créé parallèlement des écoles qui prennent en charge l'éducation de ces enfants, mais également les enfants de la communauté. Et nos écoles sont ouvertes aussi à la communauté pour un brassage des enfants, pour une socialisation de nos enfants, pour que ces enfants-là ne se sentent pas vraiment marginalisés de la société. Une chaîne de solidarité pour permettre à tous les enfants, peu importe leur situation sociale, de s'épanouir au village comme à l'école. C'est des enfants en situation de vulnérabilité. Voilà. Et ainsi, l'association SOS Village d'enfants Sénégal, que je remercie, a développé une politique d'exonération pour ces cas spéciaux des enfants dont les parents les moyens ne suivent pas. Il y a un certain nombre dont l'association qui paye à leur place et d'autres, ils payent demi-tarif maintenant selon le degré de vulnérabilité de chaque famille, de chaque enfant. Nous avons une certaine autonomie. Bon, il y a une contribution tant qu'elle soit petite de la part des parents, chaque fin du mois, qui contribue également pour l'éducation de ces enfants et qui permet maintenant au fonctionnement de l'établissement. Un brassage enfant de l'accueil du village, élèves de l'extérieur qui a permis aujourd'hui de bâtir une large et formidable famille. Comme une famille naturelle, le papa, dont la maman qui s'occupe des enfants de leur vie, qui les inscrivent à l'école, qui les suivent. Ils sont malades, ils les amènent à l'hôpital, ils suivent leurs activités. On fait ensemble comme toute une famille naturelle. Des efforts
une culture de l'excellence qui commence à porter ses fruits. SOS Village est aujourd'hui fier de compter ses cadres et ses succès dont un des symboles est une certaine Abika, meilleure élève du Sénégal en 2015. Dans mon bureau, il y a une élève avec laquelle j'ai pris une photo qui était à Mariamaba et tant d'autres. Nous ferons en sorte pour vraiment cette excellence que nous sommes inscrits pour qu'elle soit vraiment matérialisée au niveau de cette école. Abika, un bel exemple de réussite pour le Sénégal, un bel exemple de réussite aussi pour SOS Village, mais de la bonne graine, l'école en dispose encore. Nous en avons déniché plusieurs et aujourd'hui une très bonne. C'est un élève, il s'appelle Malan Badiane, il est passionné de lecture et il est surnommé lecteur professionnel. Il est jeune, déterminé, aime la lecture, mais aussi a beaucoup d'ambition, énormément d'ambition et pour son pays et pour sa famille, mais aussi sa chère maman. Découvrez qui se cache derrière ce jeune garçon très court mais déterminé à aller de l'avant. Il nous est conté par sa meilleure amie. Au milieu du brouhaha, le regard et l'esprit plongés dans ses lectures. Rien ne semble perturber Malan Badiane, même pas tout ce beau monde qui joue autour de lui, ou les défilés de ses camarades de classe. Mais il sait qu'il ne tiendra pas encore longtemps. Alors il faut chercher un refuge. Les yeux presque fermés, il nous conduit dans son petit paradis. À côté des grands rochers, à l'ombre des arbres, non loin de la petite sœur. Il se crée un monde à lui. Rien parce que c'est mon endroit préféré, il n'y a pas de bruit et il ne fait pas si chaud. Je viens souvent ici pour lire les livres. Chaque fois que j'ai un temps libre, je fais que lire. Voilà, ils me disent que je viens jouer, je refuse. J'ai dit que je préfère mieux lire que de jouer. C'est pourquoi ils m'ont surnommé lecteur professionnel. Un surnom qu'il porte fièrement depuis plusieurs années. Eh bien, la première fois que j'ai commencé à lire, c'était à CP. Le premier livre que j'ai lu, c'était un livre de contes. Quand je l'ai lu, je me suis dit, lire un livre, c'est mieux que faire autre chose. Alors c'est là que j'ai commencé à aimer les livres. Le livre de contes, comme Le Glorieux écrit par Léopold Sédar Senghor, ou bien les livres policiers, des détectives comme ça. Il y a un auteur que j'aime bien, que j'adore, elle s'appelle Caroline King. Je l'aime parce qu'elle a écrit beaucoup de livres sur Alice. Il y a beaucoup de chapitres. Eh bien, il y a de l'action, il y a des enquêtes, ce que j'aime le mieux. Dans ce coin peuplé, paradisiaque, il vit sa passion et ses rêves. Lorsque je serai grand, je voudrais devenir docteur. Je veux devenir docteur parce que docteur c'est bon, on sauve les gens et on soigne aussi les malades. Mais aussi je voudrais aussi écrire quelques livres. En même temps écrire comme celui qui a écrit ce livre. Et aussi j'aime son livre. En attendant, allons explorer d'autres univers, beaucoup plus festifs, les années maternelles avec une de ses amies d'enfance, presque la journée. Malan est mon amie d'enfance. Depuis que je suis petite dans cette petite classe, comme ces petits enfants, j'étais à leur taille. Et ce ne sont pas les souvenirs qui manquent. Quand j'étais toute petite, quand il était en train de prendre les crayons de couleur, de faire des gribouillages sur les papiers. Et quand j'étais en classe quand il était en train de prendre mes livres sans que je les donne. Chaque minute, Malan était en train de lire. Je lui disais, Malan, laisse mes livres tranquilles. Une passion bien lointaine, une persévérance qui paie. Il est serviable, il est gentil, il travaille bien, il est meilleur élève, il travaille bien, il lit beaucoup, c'est un bon élève. Mais il a de petits problèmes quand on l'amène au tableau, il est un peu timide. Loin des salles, nous retrouvons sa mère. Avec douceur, elle nous parle de son fils, comme si elle l'avait encore entre les mains au premier jour de naissance. Beaucoup d'émotions et de retenue. Il n'a pas de problème. Depuis sa naissance, il est toujours comme ça. Comme son grand-père. Même moi, il est gentil envers ses sœurs aussi. Il aime partager aussi. Il aime aussi aider les gens. Jeune, généreux, le voilà encore très fugueux et très déterminé pour le bonheur de sa mère. Dans le car, il prend sa tête pour se bousculer avec les gens. S'il voit une place, maman, viens t'asseoir. Des fois, je dors dans le car, arrivé là-bas.
Elle dit, maman, on est arrivé, on descend. Des fois, tu entres ici, il te voit, il se lève. Maman, attends, je veux t'aider. Ça me fait marquer. Même si tu lui dis, attends, je vais te faire. Non, je peux le faire. Laisse, je peux le faire. Marlon a toujours un peu de soin avec sa mère. Même les moments de lecture, il les partage avec cet être cher. Il lit beaucoup, il aime la lecture. Il aime beaucoup la lecture. Il nous a dit, il veut être pédiatre. Il dit, cette branche-là est loin. Je peux essayer. J'ai dit, d'accord. Un défi qu'il compte bien relever sous le regard doux et protecteur de sa maman. Voilà, durant la diffusion du reportage, nous avons eu le temps de retrouver Malang Badiane sur le plateau, Malang et ses camarades de classe, Malang et ses camarades d'école. Et cet après-midi, Malang est loin de moment, il est avec nous et il va partager ses notes de lecture avec nous sur votre plateau de l'émission L'Art. Malang, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça fait quoi d'être loin de maman cet après-midi? Eh bien, ça fait un peu mal, mais je voudrais la remercier ici parce que c'est grâce à elle que je suis à l'école et que je peux lire. Merci beaucoup, Malang. Alors, toujours passionné de lecture? Oui, je suis toujours passionnée de lecture. Et cet après-midi, vous allez partager quoi avec nous? La collégienne, d'abord Malang. Pourquoi le choix de la collégienne? Peut-être préciser que nous avions essayé, nous avons tenté peut-être de vous faire changer d'avis, mais il a été catégorique. Malang a tenu à travailler sur la collégienne. Pourquoi Malang? Eh bien, parce que ce livre est intéressant et que l'auteur m'intéresse beaucoup. Qui est l'auteur? Marouba Fall? Marouba Fall. Marouba Fall, voilà. Pourquoi vous l'aimez tant, Marouba Fall? Parce que c'est un grand poète et un grand romancier. Il a écrit beaucoup de romans et aussi beaucoup de lettres. Voilà, il a écrit beaucoup de romans, des pièces de théâtre, aussi un peu de poésie. C'est toujours Marouba Fall, l'auteur qui refuse les cloisons. Alors, parmi ses livres, La collégienne. Pourquoi vous aimez la collégienne, Malang? Et la collégienne, ça parle de quoi précisément? Ça parle d'un professeur, Marniaï, qui est tombé amoureux de son élève, Oulimata Thiam. Alors, comment est né cet amour entre l'élève et l'enseignant, Malang? Eh bien, le professeur, il venait d'une visite. Il marchait et quelqu'un l'a interpellé. C'était son élève. Ils se sont dit bonjour. Il allait repartir lorsqu'il a appelé sa mère pour lui présenter son professeur. Sa mère lui a invité à entrer dans sa maison pour lui présenter sa grande sœur. Mais au début, comment se passait la relation entre l'élève et l'enseignant? Apparemment, l'enseignant Ndiaye était un peu réticent malgré ses sentiments pour Oulimata. Oui. Dehors, il était attendrissant, mais dans la classe, il ne ressentait rien. Il faisait comme s'il ne sortait jamais avec Oulimata Thiam. Pourquoi cette attitude? C'était pour essayer de protéger la relation? C'était quoi exactement? Ou bien c'était pour maintenir la distance entre l'enseignant, l'élève, l'enseignant et la petite amie, bien sûr? Eh bien, c'était pour que personne ne sache qu'il sortait avec Oulimata Thiam. Pour qu'on ne se moque pas de lui, parce qu'il savait bien que c'était interdit. Et aussi son père ne voulait pas, il voulait se marier, mais son père ne voulait pas. Mais à la fin, Oulimata s'est suicidé. Pourquoi son père ne voulait pas de cette relation avec Oulimata Thiam? Le père ne voulait pas de la relation, mais aussi la directrice de l'école ne voulait pas aussi de cette relation. Préciser que le professeur Ndiaye est un collège d'enseignement pour filles. C'est une école pour filles. Pourquoi il y avait cette résistance? Pourquoi les parents ne voulaient pas de cette relation? Tout comme le corps professoral en personne de Madame Dramé, c'est ça? Oui. Pourquoi? Eh bien, le père, lui, il ne voulait pas de se marier parce qu'il disait que lui, ses ancêtres, ils se mariaient chaque jour de la famille. Il voulait que Marniaï se marie avec Penda, sa cousine. Est-ce que Ndiaye trouvait Penda jolie? Pourquoi il avait de la réticence? D'abord, il ne connaissait pas Penda, mais ensuite, il a vu la photo de Penda. Quelle a été sa réaction quand il a vu d'ailleurs la photo de Penda? Il a été un peu déçu parce qu'il croyait que Penda était belle. Qu'est-ce qui expliquait la réticence de M. Ndiaye? Eh bien, il avait peur qu'on le fait démissionner parce qu'il aimait son travail et aussi qu'on se moque de lui. Il ne voulait pas être la risée de tout le collège. Mais il ne voulait pas être la risée du collège, mais quand même, ça a créé des problèmes au sein même de sa famille. Oui, son père lui en voulait énormément. Eh bien, oui, son père lui en voulait. Mais
Lorsque un jour il est allé chez Oulimata, elle lui a fait boire une boisson Coca-Cola. Eh bien, lorsqu'il est sorti, il a commencé à avoir des vertiges, il a commencé à avoir mal à la tête. Il est allé chez un ami qui l'a ramené tout de suite chez son père. On lui a commencé à lui demander des questions. Lorsqu'il a mentionné qu'il venait de chez Oulimata, son père s'est levé les bras levés en disant qu'il savait que cette fille-là, elle n'était pas bien pour lui. Il a sorti quelque chose de son lit et a versé ça à son fils. Ils l'ont emmené à l'hôpital, mais ils ont dit qu'ils n'ont rien vu. Lorsqu'ils l'ont emmené chez le marabout, il a dit que c'était de la sorcellerie. D'accord, il a créé une certaine distance avec Oulimata, Oui. Mais cette distance-là, elle ne va pas durer longtemps. Entre-temps, Ouli va rencontrer un autre, le jeune homme qui conduisait... La moto. La moto, c'est ça? Oui. Et comment Ndiaye, Monsieur Ndiaye, si vous préférez, a réagi quand il a vu que Oulimata fréquentait un autre jeune homme? Eh bien, il était un peu jaloux, mais à la fin, ils se sont remis ensemble. Ils se sont remis ensemble. Et Mère Soukaina, dans tout ça, a précisé que Mère Soukaina est la tante de Oulimata Thiam, qui a très tôt perdu sa maman. Elle a été recueillie par sa tante. Oui. Que pensait Mère Soukaina de cette relation? Au début, elle commence à apprécier. Mais lorsque Marniaï a commencé à croire que c'était Oulimata qui l'avait jeté de la sorcellerie, et que sa sœur, j'ai oublié le nom. Abissatou? Non. Ou bien Ada, la sœur de... Oui, la Ada. sœur de Lorsque Marniaï. Ada est venue la menacer, elle a commencé à haïr Marniaï. Et lorsqu'ils se sont remis ensemble, elle a tout fait pour que Oulimata se sépare avec lui. Mais elle n'a rien écouté. Jusqu'à ce que Oulimata, un jour, quitte la maison et vient chez Marniaï. Mais celui-là va l'amener chez sa sœur qui s'est déjà mariée. Qui était déjà mariée avec l'ami de Mar qui était Niaï. venu voir Ouli la première fois, Idrissa. Oui. Et parlez-nous un peu de Idrissa, un peu. On va faire une petite parenthèse sur Mar et Ouli pour parler de Idrissa et Abissatou. Idrissa, contrairement à Mar Ndiaye, Oui. il est mentalement très très fort parce qu'au Oui. début aussi, ses parents s'opposaient à son mariage avec Abissatou pour une raison très simple. Elle était mère-fille, mère célibataire si vous préférez. Parlez-nous un peu d'Idrissa. Eh bien, Idrissa, lui, il a été charmé dès qu'il a vu Abissatou. Mais lorsqu'il a consenti à se marier, parce qu'Abissatou, elle était déjà mère, les deux pères, elle était sortie avec une personne et une autre, mais ils n'ont pas voulu être le père. D'accord, il y a eu 2 refus de paternité pour, Oui. pour Abissatou. Ces Oui, 2 il y a copains eu ont carrément refusé la grossesse. Oui. Ils ont refusé parce qu'ils disaient qu'elle voyait aussi un autre. Mais l'un d'eux a donné de l'argent à Mère Soukaina. Elle les a cherchés de la maison. À titre de compensation, entre guillemets. Oui. Mais Malan, comment vous trouvez Idrissa, son attitude face à Abissatou? Malgré le refus de ses parents, il a tenu bon. Oui, je le trouve courageux et il a bien fait. Il a bien fait. Ah bon? Oui. À sa place, vous aurez fait la même chose? Oui. Il s'est très bien débrouillé. Oui. Finalement, il va se marier avec Abissatou. Mais pour Mar et Ouli, ils vont connaître énormément de difficultés. Oui. Il a même fallu à un moment donné l'intervention de oncle Demba, qui est l'oncle de Mar, sur demande de son père. Son père, il était fatigué de parler et il a fait envoyer une lettre pour appeler son oncle. Son oncle. Demba, Oui, son oncle Demba. Lui, il est venu, c'est lui qui a montré la photo à Marniaï. la photo de Penda. Oui, la photo de Penda à Marniaï. Celui-ci, dès qu'il a vu, il a protesté en disant qu'il n'était pas joli. Mais lui, il a dit, être joli, ce n'est pas bon pour le mariage. La beauté, c'est en soi. C'était sa Oui. réponse. Il a essayé de convaincre Il a Mba. essayé de convaincre en disant qu'elle est serveuse. Elle travaille aux saisons sèches et elle revient dans sa maison pour les travaux pratiques à la saison des pluies. Il disait que c'est une bonne femme de mariage. Mais lui, Maria, il refusait toujours.
Mais à un moment donné, il a envoyé la dot pour pouvoir se marier. Mais lorsqu'il s'est réconcilié, il ne voulait plus le Penda. Lorsqu'il s'est réconcilié avec Ouli, ce qui a failli créer énormément de problèmes dans sa famille, parce qu'il il revenait un peu sur sa parole en fait. Oui, il revenait parce qu'il avait déjà envoyé la dot et les gens l'avaient déjà donné à sa fille. Elle allait bientôt revenir dans la maison et lui, tout d'un coup, il dit que c'est fini. Ça choque beaucoup le père. Il avait peur parce qu'il allait être la risée de tous, en disant qu'il ne pensait pas en son fils et qu'il ne l'avait jamais bien éduqué. Le père en a souffert énormément, on imagine. Oui, il en a vraiment souffert. Jusqu'à ce qu'il dise qu'il sera le risée de tout le monde, Inch'Allah. Lui aussi, il va l'être. Il va l'être. Il parlait de Mar. Alors, comment la relation Mar-Ouli était perçue à l'école? Eh bien, c'était pas très bien apprécié C'était pas très bien apprécié. Parce que lorsque, à la fin d'année, ils sont réunis pour parler de l'Oulimata, à chaque fois que parlait la directrice, ils commençaient tous à rigoler. À se moquer de Mar? Oui, à se moquer. Jusqu'à ce que l'une d'elles dit, maintenant que c'est les vacances, ils pourront aller en douce avec Mar. Ils pourront aller en douce avec Mar. Et pourtant, Malan précisait que Ouli n'était pas mauvaise, je n'ose pas dire mauvaise élève, mais elle était très très intelligente. Oui, mais apparemment, les études ne l'intéressaient pas. Elle ne l'intéressait pas, elle voulait être libre, faire ce qu'elle veut. Elle disait à chaque fois que l'école, ça ne servait à rien. Garder plein de choses, mais après, tu n'auras rien à faire. Donc, elle avait peur de son avenir, elle avait peur pour reprendre ses mots, de tous ces maîtrisards et licenciés que l'école crée. C'est ce qu'il disait en fait. C'était ça sa crainte, c'était son avenir. Est-ce que l'école pouvait lui garantir un avenir radieux, du succès? Elle pensait que non. Ouli pensait que non. Elle se regardait par la fenêtre à rêver. Elle n'écoutait même pas ce que disait le maître. Et finalement, qu'adviendra-t-il de Oulimata? Elle va quitter l'école? Eh bien oui, parce qu'elle ne travaillait pas bien, parce qu'ils sont même arrivés à faire une grève contre un maître, lui, qui ne venait pas chaque jour. Chaque jour, il était absent. Un enseignant, M. Doucouré, vous parlez de lui? Oui, un Pourquoi enseignant. il ne venait pas, M. Doucouré? Parce qu'il était représentant dans un État. Il partait par là, partait par là. La directrice avait pensé maintes fois à le renvoyer, mais comme il faisait partie de l'État, il ne pouvait rien faire. Parce qu'elle pouvait le renvoyer, il pourrait aller à l'État pour dire qu'il n'aimait pas qu'on le renvoie. Et on force la directrice à le reprendre. Donc, si je comprends bien, la directrice était impuissante face à la situation de M. Doucouré, qui ne venait jamais à l'école, mais qui était quelque part protégé par quelqu'un qui est très bien placé. Oui. Ça a toujours existé apparemment. Et ce livre date de 1990. Ça pose quelque part d'autres problèmes. Il y a eu la grève des élèves, mais il y a eu aussi la grève des enseignants. Oui, il y a eu aussi la grève des enseignants. Ils vont finir par se mettre ensemble et espérer retrouver une certaine stabilité à un moment donné. Ils vont espérer retrouver une certaine stabilité, mais la mère de Soukaina va venir lui révéler sa propre identité et lui dire son passé. C'était quoi le passé de Oulimata? C'était un passé lourd, difficile à porter, un passé que Oulimata n'arrive pas à supporter. Oui, elle n'arrivait pas à supporter car sa mère, elle est morte. En couche? Oui, elle était morte en couche. Oui, elle a donné la vie à Oulimata et elle a laissé là-bas. Comment est né Oulimata? Dans quelles circonstances? Est-ce que Oulimata connaissait... Dans des circonstances très difficiles parce que le mari de Mère Soukaina, Matar Cham, n'avait pas assez d'argent. Tantôt il fallait aller à l'hôpital, tantôt il fallait acheter des médicaments. Elle ne pouvait pas supporter ça, alors elle n'avait pas encore de médicaments. Et le père de Ouli dans tout ça, qui était le père de Ouli? Comment est né Ouli? Eh bien, c'était un brave homme d'affaires. Lui, lorsqu'on lui a dit de venir bien s'occuper de la grossesse de Abistatou, Préciser que la mère de Soukaina travaillait chez ce brave homme d'affaires dont vous faites allusion, Malan. Oui, elle travaillait là-bas. Il a dit que ce n'était pas vrai. Qu'il n'était pas le père de l'enfant. Oui, qu'il n'était pas le père de l'enfant. Mais quelques jours plus tard, Abistatou a été renvoyé
on lui a donné de l'argent et elle a été renvoyée. Lorsqu'elle est morte, Mère Soukaina allait le dire à sa patronne, la femme de l'homme d'affaires. D'accord. Elle l'a renvoyée en disant que son mari N'avait rien à faire avec une servante? Oui, elle n'avait rien à faire avec une servante. Et quelle a été la réaction de Madame Bagay quand Mère Soukaina lui a dit que la maman de Ouli ou bien que Abissatou était décédée en couche? Parce que c'est le père de l'enfant qu'elle portait. Oui, Même ça si ne lui a rien fait. Ça ne lui a rien fait parce qu'elle a trouvé là où il travaillait. Il l'a tout de suite renvoyé. Et plusieurs années après, qu'est-ce qui se passe avec ce même Dembagay, ce Eh bien, père il a eu un accident. Il est devenu boiteux et alcoolique. Parce que comme il était défiguré, sa femme l'a laissé aller, et aller voir un autre homme d'affaires qui était très connu. Comme il était seul, il faisait que boire et négligeait son travail. À un moment donné, dans la misère, ses souvenirs vont remonter. Malang. Oui, il va se rappeler qu'il a eu une fille avec une des servantes mal policée. Pour reprendre ces mots. Oui. Il va aller encore rechercher Mère Soukaina pour demander des droits sur Oulimata. Elle refuse. Elle se demande pourquoi c'est maintenant qu'il vient encore demander les droits sur Oulimata. Alors elle fait une enquête et découvre ce que je viens déjà de dire. Ce que vous venez de dire, mais... C'est qu'il a eu un accident et est devenu boiteux. D'accord, mais la première fois que Oulimata a vu son père à côté de Mère Soukaina, elle a eu une forte sensation. Elle avait l'impression d'avoir un lien avec cet homme-là qui était en face d'elle. Elle avait la sensation d'être un lien. Mais cet homme-là, quand il est venu, il a demandé où habitait Mère Soukaina. Celle-ci a demandé est-ce qu'il connaissait. Il a dit que non. Il connaissait juste son nom. Alors, elle a demandé qu'est-ce qu'elle cherchait. Il dit que ça se travaillait pour lui. Elle s'est dit, aucun doute, c'est bien Madame Bagay. Elle a dit que c'était pas si capitaine Mère Soukaina et il s'en allait. Elle pensait qu'il n'allait pas revenir. Elle attendait qu'il revienne. Lorsqu'il est revenu, elle a tout de suite dit de s'en aller. Et de ne pas refaire surface dans la vie de Oulimata, oui. Qui peut-être, si elle saurait la vérité, ça pourrait faire bouleverser sa vie. Parce que lorsqu'elle a su la vérité, elle a beaucoup pleuré. Elle a même pleuré jusqu'à sa soeur adoptive, Abissatou, lui a dit d'aller se baigner et de boire de l'eau. Et qui lui a révélé ce lourd passé, cette histoire, eh cette bien, page c'est sombre Mère de sa Soukaina, vie? sa mère adoptive, et aussi sa tante. Pourquoi cette attitude de Mère Soukaina? Parce qu'elle avait vu que Demba Gaye, le père qui avait refusé la paternité, commençait à fréquenter Oulimata. Oui, à venir la voir. Et dans quelles conditions est décédée Oulimata Malang? Eh bien, elle a pris des comprimés, en a pris beaucoup, a bu de l'eau et s'est couchée. Lorsqu'Abissatou et Idrissa étaient là-bas, ils avaient entendu un bruit. Ils l'ont tout de suite amenée à l'hôpital. Abissatou est allé voir Marnial. Mais c'était trop tard. Oui, mais c'était trop tard lorsqu'ils sont revenus. Elle était déjà morte. Ouli elle est décédée suite à cette révélation de Mère Soukaina Seck qui lui en voulait parce qu'elle s'était réconciliée avec Mar. Si on retrace un peu Malang la vie de Ouli, elle a eu une vie parsemée d'épreuves. Oui, elle a eu beaucoup de vie parsemée d'épreuves. Elle avait redoublé beaucoup de classes. À 19 ans, elle faisait 3e. Elle ne devait pas faire cette classe. Elle n'aimait vraiment pas l'école. Et elle vivait aussi dans la pauvreté, dans le populaire quartier de Colobane, dans des conditions extrêmement difficiles. Sa vie n'a pas été rose, pas du tout. Non. Sa vie n'a pas été rose. C'était très difficile. Pour qu'on la fait entrer dans l'école, sa mère a dû demander de l'aide à un de ses amis. En fait, c'est lui Elle a qui est dû venu faire l'aider. un jugement, en fait. Oui. C'était très cher pour l'école. Un ami de son mari est venu l'aider pour l'inscrire à l'école. Abissatou, je crois qu'elle a arrêté l'école.
Ouli a eu une existence extrêmement difficile, orpheline de mère, elle quitte l'école très tôt. Il y a aussi son lourd passé lié à son père qui avait refusé la paternité. Mais à côté de Oulimata, il y a son soutien, Mar, mais qui a aussi eu une existence assez difficile, tout comme Oulimata, parce qu'il a perdu sa mère très jeune. Et aussi, sa belle-mère n'a pas été tendre avec lui. Non, sa belle-mère n'a pas été tendre. Elle a été vraiment, je crois, très méchante. Et Mar et ses femmes, quand je dis Mar et ses femmes, je parle de Oulimata, je parle de Penda, je parle aussi de Njoro. Oui. La maîtresse, celle avec qui elle partageait le collège. À un moment donné aussi, Mar est tombé amoureux de... Il a même consenti à faire ce mariage. Pourquoi il a reculé? Eh bien, il se disait que ce n'était pas si grave de se marier avec elle. Il était vraiment amoureux. Mais il avait aussi peur de la classe sociale de Njoro, n'est-ce pas? Il pensait que Njoro était de classe supérieure et ça, je pense, M. Missal, son doyen à l'école, l'a souligné. Mar était partagé parce qu'il pensait que Njoro était de classe supérieure et Penda était de classe inférieure. Et avec Ouli, c'était l'élève. Finalement, c'est un ensemble de dilemmes qu'il traversait durant toute sa vie. Lui, il aimait que deux femmes. Il est tombé amoureux de Njoro, puis d'Ouli. Mais Ouli, c'est son grand amour. Mais il n'aimait pas Penda. Mais à la fin, il a fini par se marier avec elle. Par se marier parce qu'il y a la pression sociale? Non, pas se marier parce que Ouli, elle était déjà morte. Il n'avait plus le choix donc? Oui, il n'avait plus le choix. Voilà, Mar n'avait plus le choix. Il aura aimé Ouli, il aura aimé Njoro, mais finalement il va épouser Penda à cause des pesanteurs sociales, à cause de certaines réalités. Et Malan, dites-moi, quel est le personnage que vous aimez le plus dans ce livre de Maro Bofal, la collégienne? C'est Ouli. Pourquoi Ouli, Malan? Eh bien, je comprends maintenant pourquoi vous étiez dans la peau du professeur au début de l'émission. Pourquoi? Hein? Pourquoi Ouli? Pourquoi vous aimez Ouli? Vous avez les mêmes sentiments que M. Ndiaye ou bien? Non. Du tout. Alors, là, vous me rassurez. Pourquoi Ouli? Dites-moi. Eh bien, c'est la mieux placée de tous. Elle a eu plus de difficultés que Marianne. Parce que Marianne, il a eu son père alors qu'elle n'a pas eu de père. Ouli est décédée, Mar se marie avec Penda et une autre Ouli est née. Oui. Parce que la fille de Penda, la fille de Penda et de Mar va porter le nom de Oulimata. Ce qui fait une autre histoire. Quel avenir? Comment vous voyez l'avenir de cette nouvelle Ouli? Parce qu'on a vu la première Ouli, elle est décédée en couche. La deuxième, elle s'est suicidée. Et quel avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez pour celle qui vient de naître? Eh bien, je souhaite qu'elle ait une vie heureuse, mais qu'elle n'ait pas une vie comme la première Oulimata, la deuxième aussi. Et Malan, pour finir, qu'est-ce que vous retenez de ce roman comme leçon de vie, comme leçon de morale? C'est vrai, il y a un dilemme entre les relations élèves-enseignants. On parle de la pauvreté, on parle de la polygamie, de la superstition, on parle des difficultés de la vie par rapport à l'enseignement. Vous, globalement, qu'est-ce que vous retenez de ces pages, de ces belles pages écrites par Maro Bofal? Eh bien, je retiens que dans la vie, on doit se battre pour pouvoir avancer. Dans la vie, il faut se battre pour avancer. Et ça, il l'a reçu. C'est ce qu'il a retenu du livre La collégienne de Maro Bofal. Et là, présentement, nous allons dans le temps piéto, peut-être écouter la voix du maître, pour ne pas dire la voix de la maîtresse. Et elle est avec Ndeybouna Medjouf. Bonjour, je m'appelle Ndeybouna Medjouf de la classe de CM2A. Je suis avec Madame Yatou Diop, titulaire de la classe de CM2A. Alors, Madame Yatou Diop, je voudrais qu'on discute sur le livre La collégienne de Maro Bofal. Quelle est l'histoire qui est contée dans le livre? La collégienne, c'est l'histoire d'une jeune fille, un élève en classe de 3e qui va tomber sous le charme de son professeur de langue, M. Ndiaye. Alors c'est une belle histoire d'amour entre un enseignant et son élève, mais qui ne pourra pas aboutir par rapport à beaucoup de choses. Donc cette histoire, c'est une très belle histoire, mais qui aura une fin tragique. Parce que même on verra tout au long du roman que M. Ndiaye n'arrivera pas à assumer la relation élève-enseignant.
et ça va créer beaucoup de problèmes. On est dans une société aussi où les gens aussi vont poser beaucoup de problèmes par rapport à cette relation. Alors l'élève s'appelle Oulimata Thiam. C'est vraiment une relation qu'on pourrait accepter vu que l'enseignant en fait n'a que 22 ans. Et l'élève, même si sur les papiers on a mis 16 ans, elle a 19 ans. Mais malheureusement, ce serait mal vu par la société. Et c'est une relation qu'ils n'arriveront pas à assumer jusqu'à s'en suivre une tragédie. Parce que aussi, Oulimatou, elle porte un nom Thiam. Et on sait que dans la société africaine, il y a une hiérarchie. Alors, c'était mal vu que M. Ndiaye, qui venait d'une famille entre guillemets noble, puisse avoir des relations avec une fille qu'on disait de caste inférieure. C'est une relation qu'on ne peut pas accepter. Et vous verrez l'auteur d'ailleurs, il a laissé un suspense. Parce que l'auteur, il aurait pu à la fin faire en sorte que la relation aboutisse peut-être sur un mariage. Mais il a créé une tragédie. C'est pour laisser au lecteur la latitude de prendre position, de se dire est-ce que un enseignant peut tomber amoureux de son élève et l'épouser, ou bien il doit mettre de la distance entre son élève et lui-même par rapport à son statut d'éducateur. Alors, Madame Diop, dites-nous quels sont les principaux personnages dans le livre. Alors, il y a M. Ndiaye, comme j'ai dit tantôt, c'est le professeur de langue de Oulimatou. Il y a Oulimatou Thiam aussi, appelé communément Ouli ou l'américaine par ses camarades de classe, qui est en classe de 3e. Orpheline de mère. Et qui est éduquée aussi par sa tante, Mère Soukaina Sek. Alors, y a-t-il eu des personnages autres que M. Ndiaye et Oulimata Thiam? Oui, parce que Ouli, en fait, elle a perdu sa mère à la naissance. Du coup, elle vit avec sa tante, Soukaina Sek, qui a eu à l'éduquer à la mort de sa maman, mais aussi avec Abissatou aussi, qui est sa cousine. Donc, ils vivent dans une maison délabrée à Colobane. Et c'est une belle famille. Il y a aussi l'oncle à M. Ndiaye, oncle Memba, qui est très ouvert, vraiment très social. Mais aussi, il y a le père de M. Ndiaye, qui est toujours ancré dans la tradition, qui n'arrive pas à accepter certaines choses et qui se dit très religieux. Donc, il ne laisse aucune porte de sortie à la relation pour Oulimatou et son professeur M. Ndiaye. À part la relation de Oulimata Thiam et de M. Ndiaye, est-ce que l'auteur a-t-il invoqué d'autres problématiques dans son ouvrage? Oui. Il a parlé de la relation professeur-élève, mais aussi il a parlé des tares de la société. Il a invoqué la sorcellerie. Et on verra dans le roman, quelque part dans le roman, que M. Ndiaye va tomber malade. Et il est tombé malade suite à une visite qu'il avait rendue à la famille de Oulimatou. Il avait bu là-bas de la boisson. M. Ndiaye, qui est un intellectuel qui a fait des études universitaires, qui est aujourd'hui professeur de langue, à un moment sous l'influence de ses parents, sous de son père, s'est dit que la famille de Oulimatou est une famille de sorciers. Donc, même si, malgré toutes les études qu'il a eu à faire, il était superstitieux. Il croyait à la sorcellerie. Il va parler aussi de la problématique de l'éducation aujourd'hui. Et il a raison, parce qu'avant, un enseignant était perçu comme un demi-dieu, entre guillemets. Il créait la peur, pour ne pas dire la psychose, chez l'élève. Il était très respecté et par la communauté et par les élèves en général. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, l'école a perdu beaucoup de ses valeurs. L'enseignant maintenant est très fragilisé face à ses élèves et face à la société. Il a parlé aussi des parents de la pesanteur sociale. Parce que vous verrez que finalement, M. Ndiaye va finir par se marier avec Penda, qui est sa cousine. Et ça voudrait dire que c'est un mariage arrangé. Parce qu'on verra juste du début à la fin que M. Ndiaye n'a jamais eu de sentiment réel pour Penda. Mais juste parce que la pression parentale est là, la pesanteur sociale est là, il va finir par céder aux stations des uns et des autres en épousant Penda, même si les sentiments n'y sont pas. Quels sont les types de textes qu'on peut retrouver dans le livre? Alors, tout au début du roman, on voit qu'il y a M. Ndiaye qui se promène avec son épouse Penda le long de la corniche. À un moment, son esprit a commencé à s'évader et il a commencé à penser à sa bien-aimée qui est morte, Oulimatou Thiam. Alors ça commence par un texte narratif, mais on verra tout au long du roman qu'il y a des dialogues qui vont se faire, beaucoup de textes dialogués. Qu'est-ce qu'on peut retenir du livre?
Dans la collégienne, quand même, il a voulu toucher à beaucoup de tares de notre société. Il a invoqué l'éducation, il a invoqué la sorcellerie, il a invoqué la superstition, il a invoqué aussi la pesanteur sociale. Même si aujourd'hui les gens vivent dans un monde moderne, même si les gens font de grandes études, l'Africain reste superstitieux. L'Africain reste ancré dans ses croyances ancestrales, même va savoir si vraiment elles sont justifiées, réelles et qu'elles doivent vraiment être prises en compte dans notre vie de tous les jours. Marouba aussi a voulu passer un message très fort. Il a voulu faire savoir aux gens aussi, même si on est un élève, les sentiments, il n'y a pas d'espace défini pour avoir des sentiments, quelque part. Il a voulu excuser, mais en même temps aussi, il n'a pas voulu accepter cette relation. Tout au long du roman, on sent un dilemme. Merci, c'était tout pour le livre La collégienne de Marouba Fall. Merci Madame Diop. Merci Neybounama, c'était un plaisir. Ça fait un plaisir. Voilà, merci beaucoup Ndeye Bounama Diouf. Merci à Madame Yatou Diop pour ces belles explications toujours autour du livre La collégienne de Marouba Fall. Nous revenons sur ce plateau tout de suite pour accueillir les soldats. Mais bon, pour la deuxième partie, je laisse le champ libre à Doumbia. Alors, vous avez la parole pour la deuxième partie. Bonsoir Doumbia, merci beaucoup. Merci Astou, merci au groupe Futur Média pour cette belle expérience autour du livre Expérience que nous souhaitons pérenne avec les autres établissements du pays. Merci aussi pour l'honneur que vous me faites de gérer la deuxième partie de ce premier numéro de cette nouvelle saison de l'émission L'Art. Dans cette deuxième partie, bien sûr, nous restons avec la collégienne de Marouba Fall. Et avec nos vaillants soldats, nous irons à la découverte des 10 mots extraits du livre. Voilà. Démarrons avec Sonia Yassine Nia. Mots. Longueur. Comment s'écrit? Longueur s'écrit L-A-N-G-U-E-U-R. Classe grammaticale. Nom féminin. Définition. Premier sens, on peut vieillir. Deuxième sens, mélancolie, empreinte de rêverie, douce et d'accomplissement amoureux. Exemple dans une phrase. La longueur de sa fille rendait Yaye Daro triste. Synonyme. Synonyme. Apathie, indolence, nonchalance, mélancolie. Antonyme. Antonyme. Vigueur, rigueur, ardeur, enthousiasme. Homonyme. Désolé, cher grand gardien, je n'ai pas pu trouver d'homonyme à ce mot. Dérivation. Languir, languissement. Grand gardien du temple reprend la parole. Grand gardien, nous allons maintenant accueillir qui? Bolokan. Doumbia, allez-y. Le mot déambuler. Déambuler s'écrit D, E accent aigu, A, M, B, U, L, E, R. Classe grammaticale. Verbe du premier groupe. Définition. Aller au hasard. Se promener sans but précis. Exemple dans une phrase. La mine triste, le petit talibé. Déambuler, pensant à qui? Pensant à sa mère qu'il n'avait vue depuis des années. Bravo, Bolo. Synonyme. Errer, flâner, se promener. Antonyme. Se hâter, se presser. Homonyme. Désolé, grand gardien, je n'ai pas pu trouver d'homonyme pour ce mot. Dérivation. Déambulation, déambulateur. Merci beaucoup, Bolo. Déambulation, déambulateur. C'est un appareil paramédical, je pense, qui permet de marcher facilement. Merci beaucoup, Bolo. Des applaudissements pour Bolo. On a oublié d'applaudir pour Sonia, mais des applaudissements pour Bolo. Merci beaucoup, Bolo. Alors, grand gardien, vous avez la parole. La prochaine. Marianne Bousso. Marianne Bousso, avec quel mot, grand gardien? Comment s'écrit modique? Modique s'écrit M-O-D-I-Q-U-E. Classe grammaticale.
Adjectif qualificatif. Définition. Se dit souvent d'une somme peu conservable. Il a le sens du coût de peu élevé, de faible valeur. Exemple dans une phrase. Exemple dans une phrase. Sa modique bourse lui permet juste de payer ses livres. Synonyme. Mime, infime, insignifiant, petit. Antonyme. Appréciable, important. Homonyme. Homonyme, désolé grand gardien, je n'ai pas pu trouver d'homonyme à ce mot. Dérivation. Modicité. Merci beaucoup Marianne Bousso. C'était Marianne Bousso pour les applaudissements. Mohamed, avec quel mot grand gardien? Agrémenté. D'accord, agrémenté. Mohamed, allez-y. Agrémenté s'écrit A-G-R, E accent aigu, M-E-N-T-E-R. Bravo. Classe grammaticale. Verbe du premier groupe. Définition. Relevé par des ornements, les éléments propres à rendre plus agréable et plus fluide et plus flatteur. Exemple dans une phrase. Pour agrémenter ces longues journées d'études, Sophie s'offre une séance de yoga le week-end. Synonyme. Garnir, enjoliver, ornementer, décorer. Bravo. Antonyme. Enlaidir, gâter, ternir. Homonyme. Désolé grand gardien, je n'ai pas pu trouver l'homonyme de ce mot. Dérivation. Agrément. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, grand gardien, nous allons accueillir Ndiaye pour le mot cabriole. Où est Mbaye? Ah, il est là, il arrive. Voilà, il récupère le micro. Vous avez la parole, grand gardien du temps, pour le mot. Comment s'écrit cabriole? Cabriole s'écrit C-A-B-R-I-O-L-E-S. Classe grammaticale. Nom féminin. Définition. Saut agile que l'on fait en se tournant sur soi-même. Exemple dans une phrase. Exemple dans une phrase. Très agile en quelques cabrioles, il a retrouvé l'autre rive. Synonyme. Pirouette, gambade, bon, pirou. Culbute. Dérivation. Cabriolet. Voilà, merci beaucoup. Merci mon grand. C'est gentil. Alors, 7e mot, grand gardien. Comment s'écrit volubile? Volubile s'écrit V-O-L-U-B-I-L-E. Classe grammaticale. Adjectif qualificatif. Définition. Qui parle avec abondance, rapidité, qui parle beaucoup et vite, le tout avec aisance. Comme vous le faites, très bien. Exemple dans une phrase. Exemple dans une phrase très volubile, le conférencier a tenu en haleine toute la salle. Synonyme. Bavard, loquace, prolixe. Antonyme. Bien, taiseux, silencieux. Homonyme. Désolé, grand gardien, je n'ai pas pu trouver d'homonyme à ce mot. Dérivation. Volubilité, ma grande. Merci beaucoup. Bravo. Avec le mot prolixe. Prolixe s'écrit P-R-O-L-I-X-E. Classe grammaticale. Adjectif qualificatif. Définition. Qui se perd en développant superflu, qui est long chargé de détails inutiles. Exemple dans une phrase. Prolixe, Toto a fini par énerver l'enseignant. Synonyme. Redondant, bavard, verbeux. Antonyme. Court, concis, bref.
Aïssatou, allez-y, dérivation. Prolixité. D'accord. Merci beaucoup Aïssatou. Des applaudissements pour Aïssatou. Aïssatou qui va remettre le micro à qui? Yaïfatou Sila. Comment s'écrit offrande? Offrande s'écrit O, 2F, R, A, N, D, E. Classe grammaticale. Non féminin. Définition. Dont fait la divinité ou déposé dans un temple avec une intention religieuse. Exemple dans une phrase. Pour calmer les mauvais esprits, mamie fit offrande d'un bol de lait. Synonyme. Aumône, cadeau, don. Antonyme. Accaparement. Voilà, pas d'homonyme ni de dérivation pour offrande. Merci beaucoup, ma grande. C'est bien, Yaïfatou Sila, c'est bien ça. Et pour terminer, nous allons accueillir qui, grand gardien du temple, pour finir les 10 mots avec les soldats. Comment s'écrit éblouir? Éblouir s'écrit E accent aigu, B, L, O, U, I, R. Classe grammaticale. Verbe transitif. Définition. Troubler la vue d'un regard vif, d'un regard très vif. Par un éclat très vif. Par un regard très vif. Par un éclat très vif. Par un éclat très vif. Autre sens. Éblouir, frapper par la beauté, ses qualités physiques ou humaines, être la source d'une grande admiration. Exemple dans une phrase. Sa sagacité, son intelligence et ses recherches nous éblouissent. Nous ont éblouis. Nous ont éblouis. Synonyme. Aveuglé, émerveillé, enchanté, fasciné. Antonyme. Assombrir, pâlir, rebuter. Homonyme. Désolé, grand gardien, je n'ai pas pu trouver d'homonyme à ce mot. Dérivation. Éblouissement. Voilà, merci beaucoup. Wael était le dernier sur la liste des soldats qui étaient à l'épreuve des mots. Ils nous ont fait découvrir 10 mots qui sont extraits du livre de Marouba Fall, la collégienne, aujourd'hui sur le plateau de votre émission L'Art à l'école SOS Village Feu Maïmouna Kane. Peut-être nous allons faire une petite pause, grand gardien, de temps d'aller découvrir le templier de l'écriture, à savoir Monsieur Momodou Samb. Belle plume, bel esprit. Merci beaucoup les enfants. À tout de suite. C'est vrai que j'ai vraiment un lectorat très jeune quand même, surtout des lycéens et des jeunes en général. Et je pense que pour l'illustrer, on peut dire que comme je suis le Grand Prix des lycéens du Sénégal, je peux dire vraiment que je suis donc un écrivain pour les jeunes. C'est depuis l'école normale William-Ponty. Moi, j'ai la chance de faire partie de cette école-là. C'était vraiment des élèves qui étaient là, mais des élèves qui ont un certain background et qui avaient vraiment la chance de vivre en communauté dans un internat où j'ai eu la chance de diriger le grand théâtre de William-Ponty. En même temps aussi culturellement, j'étais le tambour-major de la fanfare de l'école de William-Ponty, plus maintenant d'autres activités culturelles que nous avions régulièrement au niveau donc de l'école de William-Ponty. Mais le besoin que j'ai d'écrire, c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue dans la vie. Par exemple, quand je cite mon premier roman qui est De pulpe et d'orange. Ce livre, je l'ai écrit d'abord sous forme de manuscrit, écrit à la main sur un cahier. Mais j'ai dû changer complètement le livre à la suite de confidences d'une dame, qui est une dame responsable, qui a donc réussi sa vie et qui a partagé les mêmes locaux que moi, je ne dis pas bureau, les mêmes locaux que moi dans un ministère que je ne vais pas citer. C'est à la suite de cela que j'ai changé complètement ce récit qui est devenu De pulpe et d'orange. Bon, c'est vrai que j'ai connu plein de déboires avec ce livre-là. Quoi qu'il en soit, c'est un livre qui, heureusement, actuellement, est à plus de 14 000 exemplaires vendus à travers le monde et qui fait partie de ce qu'on appelle les livres retenus à la Bibliothèque universitaire de Paris. Donc ça, c'est important. Donc, vous voyez, c'est le besoin, c'est ce que l'on sent, c'est quelque chose qui est beau en vous et que vous avez envie de sortir. Ce qui m'a valu tous les livres que j'ai écrits. D'abord, Grand Prix des lycéens du Sénégal.
Je suis Grand Prix Birago Diop pour le roman. Je suis nominé du président de la République pour les lettres. Et bon, et tant d'autres qui sont tout petits comme on dit. Voilà, mais quand même, j'ai quand même quelques distinctions. Voilà, en ce qui concerne donc la littérature. Je porte le combat plutôt de l'humain en général, l'humain. Si je peux résumer l'humain dans la femme ou la jeune fille, je pense que c'est déjà bon. Parce que la femme et la jeune fille, c'est des êtres à part, mais qui se trouvent dans la société en même temps et qui représentent ce qu'on appelle les piliers de la société. Il suffit de parler de la femme, de la jeune fille, pour parler en général de la société. L'écriture m'est venue depuis longtemps, sur les bancs de l'école. Et je me souviens, j'avais mon petit cahier et j'écrivais là-dessus. Mon premier roman, je l'ai écrit sur un cahier d'élève. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui m'est venu depuis longtemps. Mais je pense que l'écriture est une suite logique à la lecture. Quand j'ai dit la lecture, ça veut dire tout simplement que très jeune, je me suis intéressé à la lecture. De lecture très simple, hein? Souvent qu'on considérait comme étant de la mauvaise lecture en ce moment-là, comme par exemple les bandes dessinées, comme par exemple Zambla, Blake Leroc, Kit Carson. Donc je lisais beaucoup et je pense que on est parti donc de ces images-là que nous avions, ce qu'on appelle les bandes dessinées, pour aller vers l'écriture vraiment, où nous lisons des livres, des contes, des romans et autres. La lecture, ce n'est pas tout simplement le fait d'avoir un livre. Nous, par exemple, on ne passe jamais devant un journal. Par exemple, quand on achetait par exemple du gâteau tchaf, ou bien quand on achetait par exemple un morceau de pain, on nous enveloppait ça dans des journaux. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait toujours les journaux pour lire. On lisait tout ce qui nous tombait sur la main. Tout ce qui nous tombait dans la main, on lisait. Et donc la passion est venue de là. C'est en lisant tout le temps qu'on arrive vraiment à écrire. Et ce que je dis aux jeunes qui me disent, mais Michel Samb, moi j'aimerais bien écrire un livre, je leur disais, est-ce que vous lisez assez? Donc je pense qu'il faut lire, il faut commencer par lire si vraiment on a envie d'écrire. L'environnement est très important. Moi, je n'ai pas eu la chance, par exemple, de grandir dans une famille, entre parenthèses, ce qu'on appelle lettré. Lettré, quand on dit lettré, souvent on parle du français. Les gens oublient souvent l'arabe, ou bien par exemple, même les langues nationales. Ils oublient souvent ça. Mais je n'ai pas la chance de grandir dans un milieu lettré, si par exemple c'est par rapport au français. Mon père était un grand commerçant, et ma maman était, comme on l'appelle souvent, hein, une femme à la maison. Mais j'ai eu la chance de grandir dans un cadre spécial parce que j'étais à Sandaga. Mon père était le président du marché Sandaga. Et on était entouré par ce qu'on appelle les vendeurs de papier. Les vendeurs de papier, c'était qui? C'était des messieurs qui récupéraient les journaux déjà usés ou bien les journaux qui ne sont plus d'actualité et qu'on amenait au marché. Et ce sont ces journaux-là qui servaient pour envelopper tout ce que l'on mangeait ou bien tout ce que l'on achetait au marché. Alors c'était un milieu propice pour lire. Et on avait une chance aussi, il y en avait qui achetaient ces journaux pour envelopper, mais d'autres venaient échanger des livres déjà utilisés contre des journaux qui sont là sur place. Et ça c'est un brassage. Donc j'étais dans un milieu vraiment où, même si par exemple je ne suis pas né dans un milieu où l'on lisait, j'avais la chance donc de vivre dans ce milieu-là. Je le dis souvent en tant qu'enseignant, je dis que si on n'est pas dans un milieu de lecture, on a énormément de difficultés à lire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, vous ne voyez jamais votre maman lire, si vous ne voyez jamais votre père lire, parce que les papas n'ont même plus le temps de lire un journal le soir. Ils sont devant la télévision, la maman est devant la télévision. Si par exemple, vous ne voyez jamais votre maman lire, vous ne voyez jamais votre papa lire, hein? Vos frères ne lisent pas, comment vous voulez lire? Si aussi nous ne faisons rien pour moderniser cette lecture, si nous ne faisons rien pour mettre nos enfants dans un cadre de lecture, nous ne lirons pas. D'ailleurs, pourquoi lire? On lit pourquoi? On lit pour avoir des connaissances. On lit pour se distraire. On lit pour voyager. On lit pour entrer dans l'autre. On lit pour partager avec quelqu'un. On lit pour s'évader. Il y a énormément de choses que l'on peut trouver dans la lecture. Voilà, c'était
c'est tout avec Mamadou Samb dans le Tempieto. Mamadou Samb, la belle plume, le bel esprit, l'auteur préféré de beaucoup de jeunes Sénégalais, mais aussi de beaucoup de jeunes Africains. Merci beaucoup, merci pour ces moments partagés avec nous. Nous revenons sur ce plateau pour finir en beauté avec la diction, à l'épreuve des sons, les se, les che, les e. On verra bien qu'est-ce que ça va donner avec les 6 soldats. Parmi ces soldats, la star du jour, l'élève vedette, Malan Badian, il sera avec nous pour cette dernière partie. Grand gardien, il y a déjà un soldat qui est en place. De qui s'agit-il? Babacar Babacar Sall. Babacar Sarr, voilà. Babacar, il faudra peut-être essayer de se rapprocher de Serigne Saliou qui a récupéré la calebasse, qui est bien en place, et aller piocher auprès de Serigne Saliou. Laissez-le juste prendre une feuille, Serigne Saliou, juste une feuille. Voilà, juste une feuille. C'est la phrase numéro 4. D'accord. C'est sous le regard et l'oreille attentif du grand gardien du temple. Babacar, allez-y. Le chétif-chef coupe-tif chante. Grand gardien? Oui, c'est bien ça. Reprenez s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Un peu plus fort. Le chétif-chef coupe-tif chante. Merci beaucoup. Merci Babacar. Applaudissements pour Babacar. Voilà, grand gardien, nous allons accueillir qui maintenant? On va accueillir Adja Mardiaou. Alors, Adja, vous avez dit? Oui, Adja. Adja Marie, d'accord. Adja Marie, rapprochez-vous de Serigne Saliou pour prendre une phrase pour piocher. D'accord, la phrase numéro 1. Mur gâté, trou simi, mur gâté, trou sifi, racimi. Grand gardien? Oui. D'accord, merci beaucoup. Deuxième épreuve bien réussie. Ça va aller très très vite parce que là, le temps est presque fini. Ndeye Anta Doudou Diouf. Voilà, Ndeye Anta qui va se rapprocher. Allez-y, ma grande, piochez auprès de Serigne Saliou. Piocher. Apparemment, elle a la dernière phrase. C'est la feuille la plus longue. Et je pense aussi la phrase la plus longue. Numéro, le micro s'il vous plaît, ma grande. Numéro 6. La phrase numéro 6. Et ça dit quoi la phrase numéro 6? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur votre tête? Oui. C'est Grand bien gardien, ça. vous validez? Je ne suis pas d'accord. Objection. Peut-être vous pouvez lui demander de reprendre. Tu peux reprendre. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Pour qui sont ces serpents qui soufflent sur vos têtes? Sa voix est très douce. C'est siffle. Qui sifflent sur vos têtes. D'accord. Et grand gardien, vous dites quoi? Oui, c'est bien ça. C'est bien, c'est très bien. Merci beaucoup, ma grande. Épreuve réussie après une deuxième tentative. Grand gardien, nous accueillons maintenant qui? Fatou Kinessi Sendiaye. Fatou Kinessi Sendiaye. Serigne Saliou qui ne se laisse pas faire. Numéro 3. Numéro 3, allez-y. Raviroro tantara, rami pat aro, ro brûla pat ara, ra sikoua pat ekitaro. Magnifique. C'était bien ça. Grand gardien, magnifique. Merci beaucoup, ma grande. C'était magnifique. Qui le prochain et la prochaine sur Youssoufa Kamara Diouf. Voilà, Youssoufa qui a pu récupérer un bout de papier auprès de Serigne Saliou. Youssoufa, la phrase numéro 5. Elle donne quoi? Un pêcheur pêchait à l'ombre d'un péché. Le péché empêchait le pêcheur de pêcher. Voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. Magnifique. Et puis pour finir, Mala Badian. Mala Badian. Voilà, récupérez le micro et la phrase avec Serigne Saliou. Dire ne que Serigne Saliou. Vous avez parfaitement raison. C'était la dernière phrase et c'est avec Serigne Saliou. Mala, c'est la phrase numéro. Oui. Hein? Numéro 2. Allez-y, Malan. 3. Que la star prenne son temps, c'est normal. 3 très gros, grands rats qui grattent. Grand gardien? Oui. Ah oui, vous validez parce que c'est la star? Moi, je ne suis pas convaincue. Hein? C'est pas ça. Je ne suis si, pas si, c'est ça, mais moi, je ne suis pas convaincue. J'aurais bien aimé qu'ils disent star, reprenez s'il vous plaît, Malan Badian. Ah, il reprend volontiers, tant mieux alors. Donc, merci. 3 très gros, grands rats qui grattent.
Merci beaucoup. Là, c'est bien clair. Oui, merci beaucoup, Malan. Merci beaucoup. Malan, c'était le dernier soldat. Merci, grand gardien. Vous avez quelque chose à ajouter? Que ça a vraiment duré et que c'était très bien. Merci beaucoup. Merci, c'était aussi magnifique. Merci pour la prestation. Merci beaucoup, cher Petit. Merci à vous. L'équipe technique aussi qui a été présente, qui a été patiente et aussi. Merci à l'ensemble du corps professoral en la personne de Mme Yatou Diop et à l'ensemble de tous les enseignants de l'école SOS Village Feu Maïmouna Kanongo. Voilà, vous avez été présents, vous nous avez soutenus du début à la fin pour ce premier numéro de votre nouvelle saison, la émission que nous souhaitons pérenne et qui va rester avec nous parce que aussi c'est un devoir pour nous de participer à l'éducation des enfants de ce pays. Merci à vous, merci cher Petit, merci à l'équipe technique, merci au corps professoral. Avec l'art, lire devient un plaisir. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Merci.